Bonjour à tous. Je voulais remercier l'UNAFAM pour cette invitation à participer à ce colloque très intéressant et surtout Michel Hamon, son président du conseil scientifique. Donc, il m'a demandé de vous parler des facteurs génétiques et un petit peu des interactions entre les gènes et l'environnement. Alors, mes conflits d'intérêts. L'épidémiologie, donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le professeur Chourov, simplement pour souligner le fait que les formes familiales, celles où on peut à l'évidence repérer plusieurs cas dans la même famille, ne sont pas les plus fréquentes. C'est à peu près 10% des cas, ce qui explique une partie des difficultés qu'on a en psychiatrie par rapport à certaines maladies où on a une autosomie, une transmission autosomale dominante où il y a un certain nombre de cas familiaux de génération en génération. Donc ça nous rend évidemment la tâche plus compliquée. Et puis la deuxième chose qui peut aussi intervenir dans les études génétiques, c'est que souvent les sujets schizophrènes ne s'appareillent pas complètement du fait du hasard. Alors c'est probablement le cas pour la plupart d'entre nous, puisqu'on a parlé d'appariement avec des congruences HLA, etc. Mais là, il y a une prévalence accrue de partenaires schizophrènes chez les schizophrènes, ce qui, là aussi, complique l'interprétation des données en génétique pour la dépendance. Alors, je vais vous parler des facteurs génétiques. Je vais en parler de manière à plutôt vous expliquer le contexte général pour que vous puissiez, quand vous avez envie, regarder des études de génétique et peut-être avoir un peu plus de facilité à les comprendre. C'est quand même un langage assez obscur. Et puis, en passant, vous donner quelques éléments pour la schizophrénie, mais c'est évidemment ni exhaustif, ni quelque chose de statique, puisque vous imaginez bien que la génétique, ça bouge tous les jours, tous les ans, etc. Et donc, c'est surtout les outils pour comprendre que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, pour savoir si une maladie est génétique, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'au sein de famille, on a une concentration, qu'on appelle aussi une agrégation plus importante de la maladie. Alors, si le patient est schizophrène, ça dépend de quelles apparentés on parle. Plus on est proche, plus le risque est élevé, plus on est loin, plus le risque décroît. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très proche du patient schizophrène pour avoir un risque élevé, ce qu'on appelle le premier degré, les parents, les frères et sœurs ou ses enfants. Dès qu'on est oncle, cousin, cousine, on est à 5% pour la deuxième génération, 2%, c'est-à-dire qu'on rejoint le risque en population générale. Par contre, si on a plusieurs apparentés atteints, en particulier un parent plus un frère ou une sœur, 16% de risque, 2 parents, 46% de risque. Donc ça augmente quand même considérablement le risque, mais ça laisse une part au rôle éventuellement protecteur des facteurs environnementaux. Alors, deuxième façon d'aborder les choses, on regarde ce qui se passe chez les jumeaux, puisque Franck Chourov l'a rappelé tout à l'heure, les jumeaux qu'on appelle monozygotes sont des copies complètes au plan de la génétique, de la structure de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont 100% de l'ADN en commun, mais même dans ce cas-là, on n'a que 41 à 65% de concordance, c'est-à-dire un des jumeaux est schizophrène, l'autre est schizophrène également, qu'ils aient été élevés ensemble ou séparément. Le taux de concordance pour les jumeaux dizygotes, qui partagent le patrimoine génétique comme des frères et sœurs, c'est plus 100%, c'est 50%, donc c'est entre 0 et 28%. Donc ça veut dire que ça laisse, comme disait Franck Chourov, une marge importante pour l'environnement, aussi bien pour aggraver le risque, on va le voir tout à l'heure, que pour éventuellement réduire le risque. Alors il y a une étude intéressante qui a été faite il y a déjà maintenant de nombreuses années par Gottesman, qui était un des spécialistes de la génétique épidémiologique, qui s'est intéressé à la descendance des jumeaux, monozygotes ou dizygotes. Selon que l'un des deux est schizophrène, qu'est-ce qui se passe, et l'autre pas, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans leur descendance? Alors, si on prend deux jumeaux monozygotes, 100% de gènes en commun, qu'on regarde leur descendance, on prend un jumeau schizophrène, donc il y a un risque accru dans sa descendance, et on prend un jumeau non schizophrène, il a pratiquement le même risque dans sa descendance, 17%. C'est-à-dire que qu'il affiche cliniquement la schizophrénie ou pas, il a manifestement des gènes de susceptibilité qui va transmettre et qui pourront s'exprimer à la génération d'après, même si apparemment il n'est pas schizophrène. Par contre, chez les dizygotes, le risque chez les descendants, il est de 2%, c'est-à-dire à peine supérieur à la population générale. Donc ça veut dire que celui qui est schizophrène, il a un risque de 17%, celui qui ne l'est pas, un risque de 2%, donc proche de la population générale.
Et puis, troisième façon de poser cliniquement la question est-ce que la maladie a des facteurs génétiques ou non, c'est l'étude chez les enfants adoptés. Alors, on peut soit considérer des parents schizophrènes qui vont laisser adopter leurs enfants, soit regarder comment sont les parents biologiques d'enfants schizophrènes qui ont été adoptés. Le risque de schizophrénie pour un enfant adopté dont le parent biologique est schizophrène, il est un tout petit peu augmenté par rapport à la population générale, il est de 3,5 à 5%. Et que la famille, parce qu'il y a eu des cas de figure où le sujet a été adopté par une famille, est devenu schizophrène, et dans la famille elle-même d'adoption, pas seulement biologique, il y a des schizophrènes, ça augmente très légèrement, mais vraiment à peine, le pourcentage de risque de devenir schizophrène. Donc c'est vraiment la composante biologique, génétique en particulier, qui est la plus influente chez les enfants adoptés. Maintenant, quels sont les modèles qu'on utilise pour essayer de trouver des gènes dans des maladies chez lesquelles on suppose une participation génétique? Alors déjà, l'hypothèse, c'est compliqué. C'est-à-dire, quand on a dit la maladie, elle est polygénique et multifactorielle, on ne sait plus de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gènes qui concourent à la maladie et il y a plein d'autres facteurs environnementaux qui peuvent être soit aggravants, soit au contraire améliorants. Et donc, ça rend les choses extrêmement compliquées. Alors, les rôles des facteurs environnementaux, Franck Choroff en a beaucoup parlé, donc tous les événements périnataux, comme en particulier les complications obstétricales, tout ce qui tourne autour d'une hypoxie ou une lésion du système nerveux central pendant la période fœtale est crucial. Les traumatismes crâniens dans l'enfance en particulier, on avait publié quelque chose là-dessus avant l'âge de 10-11 ans. Les infections in utero, et donc on revient au rôle dont parlait Franck Choroff, des migrants et donc de la plus grande facilité aux mères migrantes de première génération d'attraper un petit peu tout ce qui traîne parce qu'elles ne sont pas protégées comme on l'est tous contre les infections de la vie de tous les jours. On voit bien que quand on va dans un pays étranger, on a beaucoup plus d'infections que quand on est dans son propre pays, parce qu'on n'est pas immunisé spontanément contre ces nouvelles bactéries et virus. Donc le virus de la grippe, on sait que quand il y a eu des grandes épidémies de grippe, 20 ans après, il y a eu un peu plus d'enfants schizophrènes. La toxoplasmose, il y avait une publication il y a une vingtaine d'années à peu près, d'un monsieur qui disait que quand on avait un chat, on avait plus de chances d'être schizophrène. Et donc ça avait un peu défrayé la chronique. Je me souviens, j'étais jeune étudiante à l'époque. Alors c'est peut-être par le biais de la toxoplasmose. Mais à l'époque, ça avait beaucoup intrigué parce qu'on trouvait beaucoup plus de possesseurs de chats chez les patients schizophrènes ou dans les familles que chez les autres. Le stress pré- et postnatal, quel qu'il soit, la notion d'abus sexuel dans l'enfance de schizophrène a été aussi évoquée, mais on sait aussi que c'est une population vulnérable et que comme tous les gens vulnérables, ils sont plus souvent soumis à des abus sexuels. Et puis vous parliez tout à l'heure d'alimentation, l'insuffisance en vitamine D, en folate, à la fois pendant la grossesse et après, ont pu être incriminés. Et puis le cannabis, mais je vais laisser Xavier Laccueil qui va donc nous en parler cet après-midi. Et puis d'autres facteurs de risque ont été incriminés. Le sexe masculin, on sait que les hormones protègent. Les femmes ont quelques inconvénients, mais aussi certains avantages. Elles sécrètent beaucoup d'estrogènes et les oestrogènes sont un facteur protecteur contre la psychose. Et donc on trouve effectivement un pic d'apparition de symptômes psychotiques après la ménopause chez les femmes, qui est lié à la disparition des oestrogènes. Et puis l'âge du père. Soit ils sont très jeunes, soit ils sont très âgés. Être très jeune, c'est aussi à l'origine de malformations chromosomiques, les pères de moins de 18 ans et les pères de plus de 50 ans. Alors, une des hypothèses, c'est de dire que les testicules sont à l'extérieur, donc plus soumis à des agents pathogènes environnementaux qui pourraient donner lieu à des mutations de novo qui seraient transmises à la génération d'après, augmenteraient le risque de schizophrénie. Alors, on cherche une aiguille dans une botte de foin, puisque vous voyez que le génome humain, c'est environ 21 000 gènes codants, donc il y a de quoi faire. Mais ce qui est un bon facteur pour nous aider dans les études génétiques, c'est que l'héritabilité de la schizophrénie a été estimée à 70 à 80%. Donc il y a quand même une lourde part des facteurs génétiques, même si ce n'est pas quelque chose de déterminant. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une prédisposition génétique et ne pas développer la maladie parce qu'on est dans un environnement protecteur, et c'est tout l'intérêt donc, de tout ce qui est prévention et éventuellement non-transition vers la schizophrénie. Alors ça, c'est une méta-analyse qui avait été faite il y a quelques années pour vous dire que donc ce qui sort, alors il y avait la rubéole à l'époque, on en parle moins maintenant, le deuil pendant la période de grossesse, toutes les lésions évidemment du système nerveux central et puis bien sûr les antécédents familiaux.
Alors, comment est-ce qu'on fait des analyses génétiques? Donc, il y a deux grandes façons de faire. Les études de liaison, en français, qui sont faites au sein de familles. Alors, vous voyez que là, c'est une pathologie probablement autosomale dominante. Vous voyez, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de gens atteints dans la même famille, donc c'est plus facile de trouver des gènes, ce qui est 10% des cas de schizophrénie et encore pas autant de cas. Et puis, les études d'association. On prend une population témoin qui est appariée au plan ethnique à une population de patients, et les deux, bien sûr, ne sont pas apparentés au plan familial, et on compare les deux populations. Alors, ce que vous verrez aussi, c'est la notion de lot score, dont on parle souvent pour les résultats d'analyse. On considère qu'il est positif s'il est à plus de 3, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus de chances pour que le locus soit associé à la maladie, plutôt qu'il n'y soit pas. C'est le logarithme de l'hypothèse qui a une liaison avec le marqueur contre l'hypothèse qui n'en a pas. Alors, la liaison, vous voyez que par exemple, si vous considérez, vous savez qu'il y a 2 brins d'ADN, donc si on considère chaque morceau et chaque petite portion, on appelle ça des allèles, donc vous avez chacun 2 allèles d'ADN, et on peut imaginer qu'il y a un marqueur A1 et un marqueur A2 sur chacun des allèles, et vous voyez qu'à l'évidence dans la famille, noir, c'est le patient qui a la maladie, et A1, il est quand même beaucoup plus souvent associé à la maladie, et donc on dit qu'il co-ségrège avec la maladie. Les études d'association. Donc on va comparer des différences de SNP, c'est-à-dire Single Nucleotide Polymorphism, avec les maladies sur des plaques. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un SNP, Single Nucleotide Polymorphism? Donc, vous savez qu'il y a 2 brins d'ADN, que dans chaque brin d'ADN, il y a ce qu'on appelle des nucléotides qui fonctionnent donc par paire, un sur un brin d'ADN, l'autre sur l'autre, et qui sont complémentaires. La cytosine, la guanine, ça doit vous rappeler quelques souvenirs, la thymine et l'adénine, et donc qui sont appariés CG ou TA. Il y en a 3,2 milliards de paires de nucléotides par brin d'ADN. Et donc, vous multipliez ça par 2 fois un brin d'ADN et vous avez ça dans chaque cellule. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nucléotides et il y a à peu près un tous les 1000 qui varient et qui expliquent nos différences de l'un à l'autre de nucléotides et qui sont tout à fait physiologiques. Et puis, de temps en temps, il y a un nucléotide qui varie et qui, lui, va être associé à la transmission d'une maladie, qu'elle soit psychiatrique ou qu'elle soit non psychiatrique. Donc, vous voyez qu'on cherche quand même là encore, une aiguille dans une botte de foin, puisqu'on cherche des SNP qui pourraient être associés à la maladie mentale, en l'occurrence à la schizophrénie. Et puis, deuxième possibilité qu'on cherche aussi, et qui est assez fréquemment associée à des maladies, c'est ce qu'on appelle copy number variation, les CNV. Donc, vous avez par exemple un gène ici, il peut en manquer un morceau, c'est ce qu'on appelle une délétion, ici il manque B. Ou bien une duplication, ici B est en 2 exemplaires, c'est pas très bon non plus. Ou bien une inversion, D va se retrouver ici au lieu de A, B, C, D. Ou bien vous avez une duplication d'un segment, 2 fois C ou 3 fois C. Ou bien vous avez tout le gène qui est copié en plusieurs exemplaires. Ici, single, CNV, il est copié une fois. Ici, complexe, il est copié plusieurs fois de suite. Et donc, vous imaginez que ça peut de temps en temps être pathogène. Alors, les copies de variation, on en a tous et elles sont associées aussi à certaines de nos différences. Et puis, de temps en temps, plutôt quand elles sont rares, plutôt quand elles apparaissent de novo, c'est-à-dire pas les mêmes que la génération précédente, elles sont plus ce qu'on appelle délétères, c'est-à-dire qu'elles peuvent être associées à la transmission d'une pathologie, pas nécessairement, bien sûr, une pathologie mentale. Alors, quels sont les résultats d'analyse génétique qui sont des résultats qui sont vrais à la date d'aujourd'hui, qui peuvent complètement changer demain, mais par rapport à l'ensemble des... Alors, il y a... Donc, je vous passe toute l'histoire de la génétique où Marie-Odile Krebs, Franck Chouroff, Pierre-Michel Lorca, notre équipe ont contribué pendant des années. Et puis maintenant, les choses sont passées à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on a des consortiums américains et des consortiums européens qui permettent d'analyser 36 989 cas témoins non malades, patients schizophrènes, versus 113 000 témoins appariés ethniquement à ces patients. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une dimension planétaire pour la recherche en génétique, pour mieux identifier donc, cette aiguille dans la botte de foin. Et donc on n'est plus à 3, c'est-à-dire 1000 fois plus de chances de dire il y a une association qui n'en a pas, on est à 8
fois plus de chances là. Et donc, du coup, il y a une étude qui a été publiée en 2014 où probablement certains d'entre vous ont participé puisque la plupart des échantillons français donc, ont contribué à cette étude européenne. Et donc, vous voyez qu'il y a 108 régions génétiques qui ont été identifiées comme pouvant être en association avec la schizophrénie, dont 83 nouvelles régions qu'on ignorait jusqu'alors en 20 ans de recherche sur des petits échantillons qu'on considérait comme grands. Quand on avait 300 ou 400 patients, on considérait qu'on avait une grande cohorte. Vous voyez que maintenant, on est à 36 000 dans la cohorte. Et dans 75% des cas, ces gènes codent pour des protéines. Parce qu'en fait, dans le génome, vous avez une partie des gènes, qui n'est pas la majorité, à peu près un quart, qui codent pour des protéines, qui ont une vraie action, et puis tous les autres gènes qui servent simplement à réguler le codage de ces gènes-là. Donc vous imaginez la place que ça laisse pour tout ce qui est de l'ordre de la régulation de l'expression des gènes. Alors on s'est donc intéressé à chacun des gènes et on a essayé de les regrouper dans une revue récente qui est parue donc en 2017, à laquelle donc j'ai participé en grande classe. Alors certains, ça c'est l'ensemble des gènes qui ont été identifiés comme potentiellement associés. Donc on retrouve les gènes du système dopaminergique, et vous savez qu'il y a une hypothèse forte de dysfonctionnement du système dopaminergique dans la schizophrénie. On retrouve des gènes de la transmission glutamatergique. Donc vous voyez les couleurs, pour ceux qui veulent s'y intéresser de plus près, correspondent là-haut. Les gènes de la plasticité synaptique, donc quelque chose qui dysfonctionnerait dans le cerveau au niveau de l'organisation synaptique, des gènes de canaux calciques, des gènes proches de copy number variation, et puis des gènes qui sont impliqués dans les méthylations d'histones, des méthylations, etc., sur lesquelles je vais revenir, qui sont ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire là où l'environnement peut jouer un rôle. Et puis enfin, quelque chose qui sort de façon extrêmement importante et relativement inattendue, c'est un complexe qui a à voir avec l'inflammation. Alors, au début, donc, l'équipe de Frank Chouroff travaille donc beaucoup sur ce thème de l'inflammation dans les maladies psychiatriques. Alors, au début, on s'est dit, bizarre, qu'est-ce que l'inflammation a à voir avec la schizophrénie? Et puis, on a trouvé, proche de ce complexe, donc, des copy number variations, qui donc évoquaient qu'il y avait probablement des mutations intéressantes dans cette région, et puis le rôle d'un gène du complément, en particulier 4, récemment identifié. Et puis de façon encore plus intéressante, ce qu'on a vu, c'est que ces gènes-là pouvaient être impliqués dans ce qu'on appelle la microglie, qui est donc un truc des cellules en quelque sorte de soutien dans le cerveau, et qui soit peuvent avoir un rôle dans le modelage synaptique, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle extrêmement important dans l'enfance, dans l'adolescence, pour l'organisation cérébrale, et puis elles ont un rôle aussi de nettoyage, c'est-à-dire que quand il y a des cellules qui meurent, elles vont provoquer une petite réaction inflammatoire physiologique, et puis détruire ces cellules, et puis faire juste ce qu'il faut d'inflammation pour détruire les cellules. Et puis de temps en temps, pour des raisons qu'on ignore encore, l'inflammation se met à évoluer pour son propre compte, et là, elle commence à faire des dégâts, c'est-à-dire qu'elle commence à être franchement toxique pour le cerveau et à entraîner des lésions neuronales. Et donc, on sait maintenant que la dépression, que la schizophrénie sont associées à une inflammation qui est importante, qui est anormale. Et on sait aussi que dans le moment de transition ou juste avant chez les schizophrènes, on a souvent, pas toujours, un pic inflammatoire qu'on ne sait pas très bien expliquer, dont on ne connaît pas très bien le rôle, mais on sait juste qu'il n'est pas physiologique. Alors, en ce qui concerne les copy number variations, donc les risques d'apparition nouvelle de CNV, on voit donc que chez les schizophrènes, le taux de CNV, il est d'environ 6%, ce qui n'est pas énorme, mais en tout cas, on trouve quand même 6% de schizophrènes avec des copy number variations. Mais ce n'est pas spécifique, on en trouve 4% chez les bipolaires, 7% chez les autistes. Et à l'inverse, si on regarde ce qui se passe dans une population générale, chez quelqu'un qui n'a l'air de rien et qui donc a un CNV, il a 5% de chance de plus d'être schizophrène, 4% d'être bipolaire et 4% d'être autiste et 13% globalement d'avoir une de ces maladies. Et je ne fais pas entrer en compte le retard mental, où il y a une étude récente qui montre que le risque de retard mental serait aussi élevé quand on prend une population générale, qu'on regarde le nombre de CNV et qu'on regarde quelles sont les pathologies dont éventuellement il pourrait être atteint. Alors, quels sont ces CNV? Ce sont surtout des délétions, c'est-à-dire il manque le A, le B, le C ou le D.
parfois des duplications. Il y a différents chromosomes qui ont été impliqués. Alors au début, on avait cherché surtout dans le chromosome 15 et le chromosome 22. Pourquoi le 22? Marie-Odile en a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a une microdélétion qui s'appelle le syndrome 22q11, qui donc est associé à des malformations cardiaques du voile du palais et un retard mental dans 50%, mais qui aussi augmente de 30% le risque d'association à une pathologie schizophrénique. Et donc on avait travaillé donc, pendant plusieurs années sur ce gène pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs associés donc, au risque de schizophrénie, et on avait trouvé donc, que c'était en partie lié au gène d'une proline déshydrogénase et de la COMT, qui toutes les deux sont impliquées dans le métabolisme de la dopamine, respectivement, du glutamate, respectivement, et de la dopamine. Il y a aussi deux familles maintenant qui ont été identifiées avec des translocations équilibrées, dont une sur un gène qui est impliqué donc dans l'organisation et la plasticité synaptique, et qui est une translocation entre le chromosome 1 et 11, avec un load score, c'est-à-dire un risque plus élevé de 7 fois d'une pathologie mentale qui va de l'addiction à la schizophrénie en passant par la dépression. Quand on considère la schizophrénie, le risque est plus élevé, mais il est plutôt aux alentours de 2. Et puis enfin, l'âge du père peut augmenter le risque d'apparition des novos de CNV, et donc augmenter le risque d'apparition ultérieure d'autisme, de schizophrénie, de retard mental. Alors, si on essaie de résumer, donc il y a quelquefois des allèles rares qui sont responsables de maladies mendéliennes. Ce n'est pas le cas dans la schizophrénie parce qu'on aurait beaucoup plus de familles avec beaucoup plus de patients atteints au sein de la même famille. Par contre, il peut y avoir des rares cas où il y a des variants qui peuvent être associés à de l'autisme ou à de la schizophrénie, mais ça reste très rare en termes de fréquence. Il y a à l'inverse très peu de maladies qui sont liées à des variants communs. Donc les variants communs, ils sont donc des variants extrêmement fréquents dans la population générale, et puis de temps en temps, au lieu d'en avoir 2, on en a 3 ou on en a 4, et à ce moment-là, on peut développer la schizophrénie. Donc c'est probablement une combinaison de variants extrêmement fréquents qui affecterait des zones de régulation, et puis de temps en temps d'association avec des variants rares qui permettraient de déclencher la schizophrénie, mais on pourrait imaginer que ce soit aussi que des variants communs en association avec des facteurs environnementaux, ou que des variations rares, seules ou en association avec des facteurs environnementaux. Donc vous voyez qu'il y a une combinaison des deux, mais on ne sait pas dans quelle mesure et on ne sait pas quelle est l'interaction possible. Alors ces facteurs de régulation, donc je vais y revenir tout à l'heure, mais ce sont donc des facteurs qui permettent de contrôler la traduction de l'ADN en ARN messager, puis en protéines, et donc qui peut interagir aussi avec l'environnement via l'épigénétique, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Alors, deuxième problème, les gènes qu'on a trouvés comme potentiellement impliqués dans la schizophrénie ne sont pas spécifiques. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre, et la liste est loin d'être exhaustive, qui sont communs à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. Et puis, il y a quelques années, on avait une équipe à Rouen qui s'intéressait à la démence frontotemporale, et on avait cherché les associations possibles entre la démence frontotemporale et la schizophrénie. Et on avait trouvé pas plus de troubles bipolaires, mais plus de schizophrènes dans certaines familles de patients atteints de démence frontotemporale. Et vous voyez que là, on est dans une maladie avec un mécanisme mendélien. Donc vous voyez que la première génération est atteinte, à la deuxième génération, il y a 3 cas, et à la quatrième génération, il y a 1 cas pour l'instant. Les autres sont trop jeunes pour être atteints de la maladie. Il y a un patient bipolaire dans la génération d'après, et il y a un patient schizophrène. Et on avait une mutation qui était identifiée, associée à la démence frontotemporale, et on a vu que le patient schizophrène, qui avait une schizophrénie tout à fait typique et classique, avait ce gène de la démence frontotemporale, le même que celui qu'avaient tous les patients atteints de démence frontotemporale dans la famille. Et on a comme ça 3 familles qu'on avait identifiées de démence frontotemporale, où dans la famille, on voyait arriver un patient schizophrène qui avait une schizophrénie tout à fait typique et qui en fait avait la mutation de la démence frontotemporale. Et on a mis aussi en évidence que le risque de schizophrénie était plus important au sein des familles de démence frontotemporale qu'au sein des familles qui avaient une maladie d'Alzheimer classique. Alors maintenant, quelques mots sur les gènes environnement. Donc l'expression de certains gènes va nécessiter un environnement particulier pour que la maladie apparaisse ou qu'elle apparaisse avec une fréquence plus élevée. Alors, la diapositive est un peu compliquée, mais je vais essayer de vous expliquer.
Donc j'ai trouvé dans une revue de sciences sociales l'interaction entre les facteurs de vie, c'est-à-dire on vit dans un environnement stressant ou on vit dans un environnement social qui n'est pas stressant. Et puis la génétique. Et donc vous avez le système noradrénergique sympathique, qui est le système du stress, dans lequel ils ont mis en évidence un facteur de transcription, c'est-à-dire quelque chose qui va aller très en aval, influencer le fonctionnement cellulaire en réponse au stress, qui s'appelle GAT-A1, qui est un facteur de transcription du système sympathique de réponse au stress, qui va interagir avec l'interleukine. Et là, on revient avec l'interleukine, qui est un des supports de l'inflammation. Et donc, selon les single nucleotide polymorphism, les SNP que vous avez sur ce gène GAT-A1, qui peut être GG ou CC, vous avez une tolérance aux événements de vie adverses qui est extrêmement différente. Donc si vous avez, ça s'est décalé un petit peu, mais si vous êtes CC, vous pouvez vivre dans un environnement de vie qui n'est pas agréable du tout, ça n'augmentera pas l'inflammation, puisqu'en fait, vous ne répondez pas aux facteurs de transcription. Ça ne transmet pas la réponse au stress sur l'interleukine, donc il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Donc peu importe que vous soyez stressé ou pas, finalement, il n'y a pas de conséquences. Et vous voyez que la conséquence sur les maladies inflammatoires, là, en l'occurrence, ce qu'ils étudiaient, c'était les cancers, le diabète, essentiellement, on ne parlait pas de maladies psychiatriques. Le risque est faible. Et quand vous vivez dans un environnement qui est tout à fait agréable, le risque est nul. Par contre, si vous avez le mauvais, on veut dire SNP, GG, c'est-à-dire vous avez double dose de G qui entraîne une pleine lésion avec l'interleukine, vous faites de l'inflammation en quantité anormale en réponse au stress et vous avez un taux de mortalité qui est 2,8 fois plus élevé que cette population-là. Donc ça veut dire que pour ces gens-là qui sont GG, l'environnement est crucial et qu'il faut absolument qu'ils soient dans un environnement apaisé. Donc ça, c'est une première chose qui n'est pas spécifique de la maladie mentale. Une deuxième chose sur laquelle reviendra probablement Xavier Lacœur, c'est le problème du cannabis. Alors il y a une étude qui montrait donc en 2006 le risque de troubles schizophréniformes, c'est-à-dire de troubles délirants au sens large du terme, en fonction de si on prend en vert du cannabis ou si on n'en prend pas en jaune, et en fonction du SNP que vous portez sur le gène de la COMT, qui est une enzyme qui métabolise la dopamine, qui joue un rôle extrêmement important dans le taux de dopamine, dans le cortex préfrontal, qui sert donc à la volition, à tous les comportements un petit peu élaborés. Donc vous voyez ce qui avait fait dire à l'époque à Robin Murray, qui dirigeait l'Institut de psychiatrie à Londres: quand mes enfants me diront je vais prendre du cannabis, je regarderai s'ils sont met-met ou val-val. Et s'ils sont val, je leur interdirai de prendre du cannabis parce que le risque est multiplié par 10. Alors il y a eu d'autres études ensuite qui n'ont pas forcément répliqué ça ou répliqué de façon moins intéressante. Il y a eu aussi d'autres gènes qui ont été associés, un gène qui joue un rôle dans l'apoptose, AKT1, ou le gène de la neuréguline. Donc il y a une vraie question sur le fait que est-ce qu'on est tous égaux devant la consommation de cannabis pour le risque de troubles schizophréniformes. Quelques mots d'épigénétique. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, Michel. Alors, l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, vous avez l'ADN que vous transmettez à la génération d'après. Et l'ADN, il est exprimé ou pas exprimé, et c'est plus ou moins régulé. Mais l'environnement n'a pas de prise sur l'ADN. Par contre, il peut donc modifier son expression. Et c'est là que l'environnement joue un rôle extrêmement crucial. Comment est-ce qu'il peut modifier son expression ? Directement en amenant des radicaux méthyl au niveau, pas de la structure de l'ADN, mais autour de l'ADN, ce qui fait qu'il va être plus ou moins facile d'accès pour être transcrit en ARN. Ça, c'est la méthylation de l'ADN. Vous avez aussi la méthylation et l'acétylation des histones. Alors, les histones, c'est quoi ? Les histones sont des protéines qui vont s'enrouler autour des deux brins d'ADN et qui vont faire que les 3 millions de nucléotides vont tenir en espace extrêmement petit, puisque tout ça, ça doit s'enrouler et tenir dans une cellule. Alors, les histones, ils peuvent être eux-mêmes acétylés ou méthylés, ce qui fait que ça va être plus ou moins facile d'aller chercher l'ADN au milieu de tout ça pour le transcrire et puis ensuite le traduire. Et puis enfin, dernier, ça ce sont des facteurs de régulation extrêmement importants. Et dernier point, c'est les ARN. On a dit que les ARN, 25% codaient, 75% ne codent pas. Et ceux qui ne codent pas, ils sont très occupés
à avoir un effet on, off ou modulateur sur ceux qui codent, c'est-à-dire les 25% restants. Donc vous avez une marge de manœuvre extrêmement importante de l'environnement sur la génétique. Alors, juste quelques mots, ça c'est sur le stress. Donc les mères rats qui lèchent, c'est une façon de prouver l'affection sur les petits rats, ça joue un rôle sur la sérotonine qui, au bout du compte, par des déméthylases sur les histones, va faire que le récepteur des corticoïdes, l'hormone principale du stress, est plus ou moins stimulé en fonction de comment les histones sont méthylées. Les histones sont plus ou moins méthylées en fonction de si la mère s'est occupée beaucoup du bébé rat ou pas. Donc, en conclusion, ça reste une maladie compliquée avec un modèle polygénique, probablement des mutations rares mais pas fréquentes, de nombreux gènes communs qui peuvent jouer un rôle en interaction avec l'environnement, et vous voyez toute la marge de manœuvre de l'épigénétique. Et donc, ce qui est intéressant dans la compréhension génétique, c'est que ça permet derrière de remonter à la physiopathologie de la maladie, donc de trouver des traitements qui sont plus adaptés, et puis surtout, pour revenir à ce que disait Michel Hamon, rechercher des biomarqueurs, et la présence de biomarqueurs, ce serait crucial pour faire un diagnostic précoce, pour déterminer son pronostic et surtout pour prévoir la réponse au traitement et éventuellement les effets secondaires. Merci beaucoup de votre attention.